Passez votre doigt le long de l'extrême pointe du continent africain, comme ceci. Cela semble être un geste anodin, n'est-ce pas? Pourtant, en mer, c'est l'équivalent nautique du passage en mode hardcore dans un jeu vidéo, sans la possibilité de quitter la partie. Tous les marins qui s'y sont aventurés savaient qu'ils allaient affronter un déchaînement de tempêtes, des courants imprévisibles et la sensation constante que l'océan conspirait contre eux. Le célèbre cap de Bonne-Espérance porte un nom trompeusement jovial, mais sa réputation, elle, l'est bien moins. L'histoire débute en 1488 avec l'explorateur portugais Bartolomeu Dias, premier navigateur européen à contourner l'extrémité de l'Afrique. Confronté aux tempêtes terrifiantes qui malmenèrent ses navires, il baptisa ce lieu le Cap des Tempêtes. Mais le roi Jean II de Portugal préféra lui donner un nom plus engageant, le Cap de Bonne-Espérance. Il voulait en faire une route prometteuse pour les marchands et les explorateurs. Cette découverte symbolisait aussi l'espoir que les navires européens puissent rallier l'Inde par voie maritime. Pourtant, les marins chargés d'y naviguer perdirent vite tout l'optimisme qu'inspirait ce nom. Le cap se situe là où se heurtent l'océan Atlantique et l'océan Indien, et ce, avec une violence inouïe. Les vents y sont féroces et changeants, comme un ventilateur fou qui tournerait sans relâche. Durant l'hiver austral, de juin à août, les fronts froids de l'Atlantique s'abattent avec des tempêtes furieuses, accompagnées de pluie, de brouillard et de vagues gigantesques. À l'époque, pour un marin, survivre à ce passage semblait relever davantage du miracle que d'une réelle probabilité. Quant aux courants, ils ajoutent leur part de chaos. Le froid courant de Benguela venu de l'Atlantique percute le chaud courant des aiguilles, issus de l'océan Indien. Au lieu de se mêler paisiblement, ils engendrent un désordre titanesque, soulevant des vagues scélérates plus hautes qu'un immeuble de 10 étages. Les marins les décrivaient comme des murs d'eau surgissant soudainement pour ruiner leur traversée. Avec la technologie moderne, on peut les éviter ou y survivre. Mais au XVIe siècle, lorsqu'un navire de bois et une prière étaient tout ce dont on disposait, une seule de ces vagues suffisait à anéantir votre périple entier. Et comme si le cap de Bonne-Espérance ne suffisait pas à semer la panique, quelques encablures plus à l'est s'étend le redoutable cap des Aiguilles. Ce lieu marque le point le plus austral de l'Afrique, là où l'océan Atlantique et l'océan Indien se rejoignent officiellement. Ces eaux peu profondes recèlent récifs, rochers dissimulés et bancs de sable mouvants qui piègent les navires depuis des siècles. Les marins l'ont surnommé le cimetière des navires, et les historiens y ont recensé des centaines d'épaves, des bâtiments chargés d'or, de porcelaine ou d'épices qui n'atteignirent jamais l'Europe. Sous ces vagues reposent encore les restes de leurs coques, tel un immense avertissement murmurant. N'y songez même pas. Si l'on prend un peu de recul pour embrasser l'histoire dans son ensemble, les chiffres font frémir. Entre le XVe et le XVIIIe siècle, durant l'âge de la voile, tant de navires sombrèrent ici que les marchands européens voyaient ce cap comme un terrifiant jeu de hasard. On pouvait amasser une fortune en rapportant soie, épices et joyaux d'Asie, ou disparaître à jamais dans les flots. C'est ainsi que les marins se racontaient des récits d'épouvante au coin du feu. Des navires fantômes errant autour du cap, des eaux maudites, et surtout la légende du Hollandais volant, condamné à y errer pour l'éternité. Naviguer dans ces parages avant l'invention du GPS, des satellites ou des bulletins météo, à bord d'un vieux rafio de bois muni d'une simple boussole et de cartes approximatives, relevait de l'exploit. Sans port ou s'abriter, les matelots étaient livrés à eux-mêmes, comme s'ils jouaient à cache-cache en plein orage, les yeux bandés. Les historiens rapportent que nombre de ces marins intrépides furent déviés de leur trajectoire ou broyés contre des rochers qu'ils ignoraient. Puis, une idée plus sage vit le jour, creuser un raccourci. En 1869, le canal de Suez fut inauguré en Égypte, connectant la Méditerranée à la mer Rouge. Les navires reliant l'Europe à l'Asie n'avaient de plus à défier les tempêtes du Cap. Le trajet entre la mer d'Arabie et Londres se trouva raccourci d'environ 8850 km. Aujourd'hui, ce canal absorbe près de 12 à 15% du commerce mondial, accueillant des millions de cargos, de conteneurs et de pétroliers, préférant cette voie sûre à l'ancienne loterie du Cap des Tempêtes. Il existe une autre zone périlleuse, moins connue, le Cap Corrente au Mozambique. Les marins portugais du XVIe siècle le redoutaient au plus haut point et le surnommaient le monstre dévoreur de navires. Son nom, qui signifie littéralement « Cap des courants », vient de la puissance démente de ces eaux, capables de projeter les embarcations hors de leur trajectoire et de les fracasser sur le rivage.
On estime qu'environ 30% des navires portugais engagés sur la route des Indes y ont sombré. Ainsi, bien avant d'atteindre le cap de Bonne-Espérance, nombre d'entre eux étaient déjà perdus. Et il ne faut pas négliger la dimension économique. Contourner l'Afrique n'était pas seulement dangereux, c'était ruineux. Chaque jour supplémentaire en mer exigeait plus de vivres, davantage d'eau et des équipages épuisés. Les tempêtes engloutissaient des navires, dont la perte équivaudrait aujourd'hui à des millions de dollars. Les compagnies d'assurance redoutaient ces traversées, tant la probabilité d'avoir à indemniser un désastre était élevée. L'ouverture du canal de Suez ne visait donc pas uniquement à gagner du temps. Elle permettait surtout de réduire le coût de ces naufrages. Même à l'époque moderne, avec radar, prévision et GPS, franchir le cap reste loin d'être une simple formalité. Les cargos qui tentent d'éviter les frais du canal ou ses blocages, comme lors du fameux embouteillage de 2021, affrontent encore des vagues titanesques et des tempêtes féroces. La technologie peut anticiper la météo, mais elle ne saurait empêcher l'océan de se déchaîner. Tout capitaine qui contourne le cap sait encore aujourd'hui qu'il traverse l'une des zones maritimes les plus dangereuses du globe. Une autre région que la majorité des capitaines préfèrent éviter est celle des 40e rugissants et des 50e hurlants, dans l'océan austral, entre les latitudes 40 et 50 degrés sud. Contrairement à l'hémisphère nord, où les continents brisent les courants, ici, il n'existe que l'immensité de la mer, une autoroute sans fin pour les tempêtes, dépourvue de toute limite de vitesse. Les marins lui ont donné ce surnom évocateur, car en ces lieux, le vent ne chuchote pas, il hurle. Les scientifiques ont confirmé que ces rafales pouvaient atteindre jusqu'à 200 km à l'heure. Et quand les vents hurlent, la mer hurle aussi. Dans ces latitudes, les vagues peuvent s'élever à des hauteurs dignes de gratte-ciel, s'abattant sur les coques des navires avec la force d'un bélier. Jadis, les clippers osaient affronter ces eaux pour réduire la durée de leur traversée entre l'Europe et l'Asie. Mais ils en payaient le prix fort. Voiles déchirées, mâts brisés et parfois des équipages entiers engloutis. Même aujourd'hui, les navires modernes évitent ces latitudes, sauf contrainte absolue. D'autres routes, plus longues mais bien plus sûres, leur permettent d'échapper à ce tumulte. Mais les 40e et 50e ne sont qu'un prélude à l'enfer du passage de Drake, là où l'océan resserre véritablement son étreinte. Cette étroite bande d'eau entre le Cap Horn et l'Antarctique est l'arène des gladiateurs marins. Tout le Pacifique y tente de se faufiler par un goulet d'à peine 800 km avant de heurter de plein fouet l'Atlantique. Ajoutez-y les puissants courants de l'océan austral, parmi les plus vigoureux de la planète. Et le chaos est assuré. Le passage de Drake ne se contente pas de projeter des vagues. Il soulève de véritables murailles d'eau, atteignant jusqu'à 15 mètres de haut. Ici, les navires ne voguent pas, ils survivent, ballottés comme des jouets dans une machine à laver en pleine frénésie. Cette violence s'explique par une simple loi physique. Dans l'océan austral, aucune terre ne vient freiner vents ou courants, si bien que le courant circumpolaire antarctique file autour du globe. Lorsqu'il s'engouffre dans cet étroit entonnoir, il accélère comme dans un réacteur. Les tempêtes y surgissent sans prévenir, et les icebergs dérivent lentement dans les routes maritimes, prêts à faucher un navire. Même les marins aguerris décrivent ce passage comme imprévisible. Calme un instant, puis déchaîné au suivant. Avant l'ouverture du canal de Panama en 1914, chaque navire reliant l'Atlantique au Pacifique devait le traverser, et nombre d'entre eux n'en revinrent jamais. Aujourd'hui encore, paquebots et navires scientifiques s'y risquent pour rallier l'Antarctique, équipés d'innombrables sacs à vomi, rappelant aux passagers qu'ils ne voguent pas pour le plaisir, mais affrontent l'un des passages océaniques les plus redoutables au monde. Le sol est de la lave. Non, je plaisante. Mais en vérité, il est bel et bien en train de se déliter. Vous ne le percevez peut-être pas encore, mais une portion considérable du sous-sol nord-américain a déjà perdu près de 60 km de roche au niveau de sa base. Et non, il ne s'agit ni de séisme, ni d'immenses dolines. C'est le continent lui-même qui perd des fragments de ce qui stabilise son assise, l'empêchant de chanceler comme un vieux manège. Des chercheurs viennent de révéler une découverte géologique majeure. Une portion du socle nord-américain s'amincit peu à peu, comme une crème glacée fondant lentement au soleil. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion? Ils ont en quelque sorte soumis la Terre à une IRM de haute précision, produisant des cartes en 3D où l'on voit des roches autrefois jugées inaltérables se liquéfier dans les entrailles terrestres, à l'image d'une pizza posée à l'envers dans un four.
Pour saisir l'ampleur de ce phénomène, il convient d'abord de faire connaissance avec mes vieux amis, les cratons. Ils constituaient le socle profond des continents, épais, durs et d'un âge vertigineux, remontant à plusieurs milliards d'années. Ces structures résilientes ont survécu à des impacts de météorites, à l'explosion de supervolcans et au mouvement impétueux des plaques tectoniques. Si ces dernières entraient en conflit frontal, des chaînes montagneuses surgiraient. Si elles se séparaient, un nouvel océan finirait par naître. Tous ces bouleversements laissent leur empreinte à la surface de la Terre, mais les cratons, eux, semblaient inébranlables, de véritables survivants géologiques. À l'image des cafards, leur incroyable résistance à toute agression poussait les scientifiques à les croire quasi indestructibles. Mais voilà qu'un groupe de chercheurs, en testant leurs instruments à la pointe de la technologie, découvre l'impensable. Les cratons sont-ils en train de se désagréger? Par quel mécanisme? Voici la plaque Farallon, une ancienne plaque tectonique qui a commencé à s'enfoncer sous celle de l'Amérique du Nord il y a plus de 100 millions d'années. Ce phénomène, parfaitement naturel, s'appelle la subduction. C'est le moyen par lequel la Terre recycle ses roches et régule sa température interne. Le mouvement est si ancien qu'à présent, la plaque Farallon se trouve à près de 650 km du craton, tranquillement installée dans le manteau inférieur, étrangement proche du noyau externe de notre planète. La plaque Farallon, pourtant reléguée au tréfonds de la planète, continue de causer des désagréments, à l'instar d'un ancien colocataire dont les restes continuent d'empester votre frigo. En poursuivant sa descente, elle exerce une traction continue sur la base du continent nord-américain qu'elle distend jusqu'à en détacher des fragments, précipités dans le manteau profond. Et comme si cela ne suffisait pas, elle relâche en chemin de l'eau et du dioxyde de carbone dans les roches voisines, affaiblissant davantage le craton et le rendant plus vulnérable à l'érosion interne. Les scientifiques ont confirmé ce scénario en étudiant des centaines de séismes enregistrés par des milliers de stations. Leurs observations révèlent qu'une quantité considérable de matière continentale s'enfonce peu à peu, réduisant par endroits l'épaisseur du craton de près de 60 km, ce qui représente une quantité de roches phénoménale. Tout cela semble dramatique, mais inutile de céder à l'alarme. Le processus est d'une lenteur extrême, mesurée en millions d'années. Vos arrière petits-enfants marcheront sans doute encore sur un sol stable. Mais ne vous bercez pas d'une trop grande quiétude. Ce phénomène-là est lent, certes, mais un autre type d'affaissement bien plus rapide est déjà en cours. D'ici 2050, pas moins de 32 grandes villes américaines, parmi lesquelles New York, Baltimore et Charleston, pourraient se retrouver partiellement submergées. Et devinez quoi? Ce phénomène est, dans une large mesure, imputable à nos propres actions. Depuis 2007, les scientifiques ont observé que plusieurs villes s'enfonçaient lentement dans le sol, à raison de 1 à 2 mm par an. Charleston, en Caroline du Sud, se distingue tristement par un taux de 4 mm annuels. Ces chiffres peuvent sembler dérisoires, presque risibles. Pourtant, dans une ville perchée à peine 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, le moindre affaissement devient lourd de conséquences. Lors des pires inondations, les habitants doivent parfois abandonner leurs véhicules pour regagner leur domicile à la nage. Ce phénomène est connu sous le nom d'affaissement des terres. Lorsque l'on conjugue une subsidence progressive avec une élévation du niveau marin, on obtient un cocktail redoutable: rues inondées, terres agricoles rendues stériles par le sel, forêts fantomatiques et quantité de propriétaires excédés. Mais il n'y a pas que les logements. Ponts, routes, aéroports, centrales électriques, ces infrastructures essentielles au quotidien, sont également exposées à des dégâts majeurs. Réseaux électriques noyés, autoroutes englouties, les conséquences économiques se chiffrent en milliards, et les risques pour les populations sont bien réels. Soyons néanmoins équitables. L'homme n'est pas responsable de tout. Une partie de ces désordres trouve son origine dans le lointain passé glaciaire. Il y a environ 12 000 ans, d'immenses nappes de glace recouvraient le nord des États-Unis, si massives qu'elles ont littéralement enfoncé la croûte terrestre sous leur poids. Lorsque ces calottes ont fondu, la surface n'a pas rebondi comme un trampoline. Elle a amorcé un lent jeu de bascule géologique. Les zones jadis comprimées remontent, tandis que les autres s'affaissent en réponse. Ce phénomène, nommé ajustement isostatique ou rebond post-glaciaire, se poursuit encore de nos jours. Cela dit, l'activité humaine est venue accentuer cette tendance.
L'un des principaux responsables est l'extraction des eaux souterraines. Imaginez que l'on retire le rembourrage d'un matelas, il finit par se déformer. C'est ce qui se produit dans des régions comme la vallée centrale de Californie, où le sol s'affaisse de près de 20 cm par an en raison du pompage intensif pratiqué lors des sécheresses. Dans des métropoles comme New York, la menace ne provient pas uniquement de l'eau. Les gratte-ciel eux-mêmes accentuent le problème. En effet, accumuler des millions de tonnes de béton et d'acier sur un sol meuble entraîne inévitablement un affaissement. À titre de comparaison, le poids total des bâtiments new-yorkais avoisine les 762 milliards de kilogrammes, soit l'équivalent de quelques 3,5 millions de statues de la liberté superposées. Avec une telle masse concentrée sur une superficie restreinte, les couches de sol sous-jacentes finissent, inévitablement, par se tasser. Et si vous pensiez que la situation ne pouvait guère empirer, détrompez-vous. Les barrages que nous érigeons empêchent les rivières d'acheminer les sédiments qui, jadis, régénéraient naturellement les terres côtières. Ces sédiments jouaient un rôle essentiel, en redonnant du volume au sol. En leur absence, les zones littorales se compriment peu à peu, à l'image d'une éponge usée. Et lorsque les marais sont asséchés pour l'agriculture ou l'urbanisation, les sols tourbeux se dessèchent puis s'effondrent. On dirait que la terre n'obtient aucun répit. Les scientifiques ont aussi observé que d'anciennes zones humides, autrefois luxuriantes, figurent désormais parmi les régions qui s'enfoncent le plus vite, notamment sur la côte du Golfe. En Louisiane, par exemple, l'on perd l'équivalent d'un terrain de football de terre ferme à cause de cette combinaison dévastatrice d'affaissement et de montée des eaux. Alors, que nous reste-t-il à nous qui souhaitons simplement vivre au-dessus du niveau de la mer? Hélas, le tableau est peu réjouissant. Des bois entiers se transforment en forêts fantômes, submergés par les eaux. Les terres agricoles s'imprègnent de sel au point de devenir impropres à la culture. Et même en l'absence de pluie, certaines rues se couvrent d'eau, victimes d'inondations dites « par temps clair ». Et sur la côte ouest, la situation n'est guère plus reluisante. La Californie est elle aussi concernée. San Francisco et Los Angeles s'affaissent, ce qui les rend 2 fois plus vulnérables à l'élévation du niveau de la mer. Dans certaines zones, telles que la péninsule de Palos Verdes, le sol s'affaisse à un rythme tel que les habitants pourraient tout aussi bien adopter un mode de vie souterrain. L'Amérique serait-elle en passe de devenir la nouvelle Atlantide? Pas du jour au lendemain, certes, mais en l'absence de mesures concrètes, telles qu'une réduction drastique de l'exploitation des eaux souterraines et une planification urbaine plus avisée, près d'un demi-million de personnes se retrouveront en réel danger. Et les dommages immobiliers pourraient avoisiner les 109 milliards de dollars d'ici 2050. En définitive, même si l'Amérique du Nord ne semble pas sur le point de sombrer comme un soufflé mal cuit, des fissures bien réelles apparaissent dans sa croûte. Il conviendrait donc de limiter le pompage des nappes phréatiques, de repenser nos méthodes de construction et leur implantation, et de consacrer davantage d'efforts à la préservation des terres. Car si le sol venait à se muer en lave, nous regretterons de ne pas avoir, au moins, colmaté les premières brèches.